Bonjour, bon après-midi. Mon nom c'est Indra Van Gisbergen. Je vois qu'il y a déjà pas mal de participants qui entrent la salle. Merci au CED de faciliter et organiser ce webinaire qui en fait envisage de faire le point un peu sur la RDUE, donc la réglementation sur la déforestation européenne. Et donc, je pense que beaucoup d'entre vous, on s'est déjà vu avant lors de différents ateliers. Et donc, étant donné qu'il y a eu pas mal de discussions sur la revue de RDUE, on pensait que c'était une bonne idée de faire le point avec vous aujourd'hui. Je vois qu'il y a une quinzaine de personnes qui ont... bonjour. Je vois qu'il y a une quinzaine de personnes qui nous joignent aujourd'hui à ce webinaire. Je ne sais pas si on peut attendre encore un petit peu à ce qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Je pense qu'il y a une quarantaine de personnes ou trentaine de personnes qui se sont enregistrées. Donc, j'imagine que, on peut attendre encore quelques moments. Merci et bonjour à tous. Peut-être juste à vous rappeler, l'idée c'est que on est dans un style de partage d'informations. Donc l'idée c'est que je vous présente un peu ce qui s'est passé ces derniers mois depuis qu'on s'est quitté en janvier, parce qu'en janvier on a eu aussi un atelier en personne aussi co-organisé avec le CED sur le RDUE où on a fait le point ensemble. Donc l'idée, c'est de faire un peu un aperçu, de vous donner un aperçu de ce qui s'est passé depuis. Et puis l'idée, c'est aussi d'ouvrir la discussion à ce que tout le monde peut apporter un peu sa vision, mais aussi partager quelques nouveautés ou des évolutions qui ont eu lieu jusqu'à présent. Donc, l'idée, c'est que ça soit un webinaire assez interactif avec des questions-réponses, mais aussi des interventions des uns des autres en vue d'apporter des éléments informatifs et de les ramener sur la table et les partager avec l'audience. Voilà. Je ne sais pas, il y a Giovanni de CED qui est notre host d'aujourd'hui et qui facilite la technicité. Si jamais il y a des problèmes, n'hésitez pas à les signaler dans le chat. Euh, je vois qu'il y a déjà 17 personnes qui nous rejoignent, mais en fait, je ne vois pas très bien qui est déjà en ligne. Je ne vois pas les noms des participants. Donc, je ne sais pas si Giovanni peut nous le montrer, parce que peut-être ça intéresse aussi les autres de savoir qui est autour de la table. Oui, je vais faire le mute, Giovanni. Oui. Bonjour à tous et à tous et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous depuis le Cameroun, le Congo, Brazzaville et tout le Chili aujourd'hui. Moi, je m'appelle Giovanni Ngamba, en charge de la communication au Centre pour l'environnement et le développement, CELI. C'est un réel plaisir de vous accueillir pour ce webinaire organisé par le CED et Ferme. Donc, pendant les 90 prochaines minutes, nous allons donc faire euh, un, un update, les, ce qui a changé par rapport par rapport au RDU, surtout en ce qui concerne l'Afrique centrale. Et si vous avez des questions, nous serons présents dans le chat. Nous serons présents également sur
la fenêtre des discussions. Vous pouvez écrire à tout moment et nous ferons plaisir de répondre. Merci. Merci Giovanni. En fait, je constate le son de votre côté n'est pas excellent, donc en fait, c'est pas très clair. Je ne sais pas si d'autres personnes ont du mal à nous comprendre et aussi est-ce que tout le monde me comprend. Je ne suis pas tout à fait sûre. Puis je vois déjà 19 personnes, mais Giovanni, est-ce que tu pourrais nous dire un peu qui est autour de la table? Parce que moi, je n'ai pas de vision là-dessus. Qui sont les 19 personnes? Est-ce que ce sont largement des personnes des OSC qui ont participé à d'autres ateliers? Est-ce que les amis du Congo-Brazzaville nous ont pu joindre? Et oui, voilà. Ok. Sur les différents participants, D'ailleurs, euh, le son est meilleur maintenant. le son est meilleur. Beaucoup. Ok, ravi de le savoir. Nous avons Christian Goubet du CED. Nous avons Angéline Notecker. Nous avons Bonaventure Tekam. Nous avons Dominique Kegoum Tachou. Fireflies aussi. Hélène Binyanga. Henri Mhm. Meva. Hervé Joël Moupen. Ibrahim Miché. Oui. Kelly Nibe. Kéré Giovanni, Aaron Wemba. Lucrèce Ngoum. Pius Valérie. Donc, je vais vous prier de mettre dans le chat le pays, non, le pays où vous vous peut-être trouvez votre actuellement. nom, pays et aussi votre organisation, parce que des fois, il y a des nouvelles personnes par une organisation qui interviennent et c'est toujours intéressant de le savoir. Giovanni, étant donné que tu es le Master of Ceremony, est-ce que toi, tu pourrais manipuler peut-être le PowerPoint? Ah, oui, Indra, je vais partager le PowerPoint. Voilà, on attend peut-être encore 2 minutes jusqu'à midi et quart, et puis on commencerait. Et merci à tout le monde pour avoir mis votre nom et aussi votre structure. C'est vraiment bien d'être un peu plus en communication avec vous et de savoir qui est autour de la table. Grand merci. On attend encore une petite minute. Je vois qu'on a autour de la table donc des organisations camerounaises. On a aussi quelqu'un de l'ambassade des États-Unis et aussi donc quelqu'un qui travaille sur l'accompagnement enfin, des producteurs de cacao autour des Kikotes, mais j'ai pas bien compris s'il s'agit d'une personne qui représente une organisation de la société civile ou qui accompagne ces producteurs cacao au sein d'une entreprise. Donc voilà, grand merci de préciser ça. Ok, je pense qu'on est prêt à commencer. Donc, mon nom c'est Indra Van Gisbergen. Je suis basée à Bruxelles et je travaille pour Fern. Je travaille sur la gouvernance forestière, mais aussi dans les chaînes d'approvisionnement agricole et notamment la RDUE, donc le règlement européen sur la déforestation. On en a parlé déjà beaucoup de fois. Et je travaille aussi sur les minéraux, surtout en RDC.
En fait, vous savez tous que le règlement, ben, ça a été un combat pour avoir une réglementation qui adresse la déforestation là où voilà, il y a beaucoup de production de produits qui menacent la forêt. Et en fait, ça fait plus que 10 ans que les organisations de la société civile dans beaucoup de régions, donc de l'Amazonie, dans le bassin du Congo, en Asie et en Europe, demandent en fait une réglementation, des règles pour assurer à ce que tout ce qui soit exporté des pays producteurs et sans déforestation et produit de manière légale. En fait, en 2023, on a vu l'adoption de ce RDUE. Depuis lors, ça a été remis 2 fois déjà. Et donc, en principe, ça devrait commencer à être mis en œuvre ou être mis en application plutôt début de l'année, mais ça a été remis encore jusqu'au 1er janvier 2027. Et donc, en fait, le RDE est déjà mis en œuvre, mais les obligations posées sur des entreprises qui portent en fait le fardeau de toutes les obligations de diligence raisonnée. Ça, c'est l'élément qui a été remis jusqu'au début de l'année prochaine. Donc, il y a eu une révision, donc encore avant que le RDUE a été totalement appliqué, on a déjà prévu une révision. Et donc, comme vous savez, depuis presque 2 ans maintenant, il y a beaucoup d'acteurs qui essayent d'affaiblir le RDUE ou qui disent que la mise en œuvre est trop compliquée et qu'il faut revoir pour simplifier en fait le texte, ce qui est évidemment après une période législative très intense et un processus législatif très intensif. Est quelque chose qui est risqué et donc il y avait beaucoup de craintes de beaucoup d'organisations que suite à la pression des entreprises, suite à la pression aussi pas mal d'entreprises en Europe, surtout le secteur forestier, que en fait on allait voir les ambitions de cette réglementation diminuer. Euh, En fait, ici, je peux vous dire déjà, jusqu'à présent, ben, on a déjà pu constater que ces préoccupations n'ont pas vraiment vu le grand jour, c'est-à-dire le texte n'est pas entièrement intact, mais quand même, on a pu euh, préserver l'essentiel. Donc, euh, il faut dire que la réglementation avance comme prévu. Donc, c'est-à-dire que ça entre totalement en vigueur, enfin, ou ce sera 100% appliqué à partir de début de l'année prochaine. Euh, Elle est en fait déjà en vigueur, cette réglementation, c'est-à-dire par exemple l'article 30 qui prévoit la coopération internationale est déjà mise en application, c'est-à-dire que tous les programmes qui accompagnent la mise en œuvre des RDE, comme le SAFE Programme ou le Sustainable Cocoa Initiative, est déjà mis sur les rails et ça fait partie aussi de cette phase préparatoire. Autre chose qui permet de préparer un peu l'application du règlement par des sociétés est déjà en cours et donc beaucoup d'autorités compétentes se préparent à s'assurer qu'une fois que les obligations des entreprises sont une réalité, qu'ils savent bien faire leur travail. Donc, malgré toute cette pression des sociétés, comme je vous dis, le secteur forestier notamment en Europe, parce que beaucoup de entreprises, des moyennes et petites entreprises qui sont dans le bois ici en Europe, n'avaient pas en fait réalisé que aussi cette réglementation s'appliquait à eux. Et donc, soutenu par pas mal de parlementaires, surtout en Allemagne, plutôt de droite, ils ont rouspété et ils ont dit
que les obligations étaient trop dures à réaliser et ils ont fait de la pression pour diminuer les ambitions de la réglementation. Mais en fait, jusqu'à présent, ils n'ont pas vraiment réussi. La Commission a réitéré ses ambitions et a maintenu l'essentiel. Quand même, il y a eu 31 modifications qui ont été proposées, surtout par rapport au champ d'application des produits. Et donc, par exemple, il y avait certaines questions sur, par exemple, le café. On sait qu'il y a 7 produits qui sont... Non, pas si vite. Pas si vite. Vous pouvez revenir. Oui, merci. Donc, on sait, par exemple, que euh, le café est un des produits visés par le RDE. Mais le café soluble, qu'on sait, donc le Nescafé, hein, est-ce que n'était pas inclus de manière explicite? Et en fait, il faut regarder les codes HS pour vraiment identifier les produits dérivés des produits clés. Et donc, maintenant, la Commission a trouvé et d'autres partenaires ont trouvé que c'était pas logique de inclure le café, mais pas préciser que aussi le café en poudre était concerné. Et donc ça, il y a euh, un accord à ce que ce café en poudre est aussi inclus. Aussi, certains dérivés de l'huile de palme, qui sont importants pour l'industrie oléochimique, ont été inclus. Si vous voulez, dans le diapo suivant, on peut regarder les détails. Mais avant ça, et ça c'est le combat d'aujourd'hui, comme vous savez, le bœuf est concerné par le RDE. Beaucoup de bœuf est importé via du Brésil vers l'Europe, mais beaucoup plus est exporté du Brésil aux États-Unis. Donc, mais ce qui est surtout exporté du Brésil en Europe, Brésil, mais aussi Paraguay et d'autres pays en Amérique latine, c'est le cuir. C'est le cuir. En Italie, par exemple, il y a une grande industrie grande industrie, comment dire, hein, le fashion enfin, tout ce qui est les habits et tout ça, et qui, en fait, traite le cuir. Et donc, il y a toute une industrie qui vit de ça, et c'est un élément clé dans l'économie italienne. Et donc, il y a eu pas mal de pression pour exclure les peaux des vaches et donc tout type de cuir provenant du bœuf, ce qui est en fait pas très cohérent et logique, mais ils ont fortement avancé avec euh, leur lobby. Et donc, bon, la proposition met en avant qu'il faut exclure le cuir pour en fait aussi protéger l'industrie de mode en Europe. Aussi, les pneus réchappés, donc les pneus recyclés ont été exclus, ou c'est proposé d'être exclus. Ça, c'est plutôt le lobby des caoutchoucs, des sociétés comme Pirelli, Michelin et autres, et qui ont poussé pour ça, parce qu'ils disent les pneus recyclés, c'est très difficile de tracer. Il y a des pneus très très vieux qui sont recyclés bien qui datent avant la mise en œuvre de RDE, et donc ça, c'est extrêmement difficile d'identifier d'où viennent en fait ce vieux pneu qui est recyclé. Donc en fait, à leur demande, il y a eu cette exclusion, enfin il y a une proposition de cette exclusion, et puis certains acides gras issus de l'huile de palme aussi seront out. Oui, prochaine slide. La diapo suivante. Oui, donc ici, vous voyez les différentes catégories par commodité et la proposition d'exclure ou pas, non, celle d'avant, ah oui, d'exclure ou pas
certains produits. Donc, le soluble coffee est vraiment quelque chose qui est enfin, qui a été intégré, donc qui a été, enfin, oui, qui a été ajouté. Et vous voyez qu'en fait, dans le cattle, ce qu'on propose d'exclure, c'est le cuivre. Prochaine slide. Ce qui est surtout intéressant pour le Cameroun est producteur de cacao, café, l'huile de palme, mais c'est pas tellement exporté en Europe. Ben, ce qui vous concerne le plus, je pense, c'est ce café en poudre. Par contre, je ne sais pas s'il y a une grande industrie au Cameroun qui fait la transformation de café en poudre. Donc, je pense que cette transformation se passe ici en Europe. Donc, ouais, voilà, c'est les cafés durs, c'est les graines de café qui sont exportées. Donc, je pense que c'est ouais, moins d'application chez vous. Donc, pour voir, non, le prochain, l'autre. Ouais. Donc, en fait, ce champ d'application des produits a été fait sujet d'une consultation publique qui a été ouverte pour 4 semaines. Et donc, c'était jusqu'au 1er juin que tout le monde pouvait se faire entendre s'ils étaient d'accord de adapter en fait ce champ d'application comme présenté dans cet aperçu de différentes HS codes. En fait, je ne sais pas s'il y a eu des membres de la société civile qui ont été informés, qui ont participé à ça, mais étant donné que ça concernait peut-être des produits moins à l'ordre du jour pour le Cameroun, oui, c'est peut-être logique aussi que ça n'a pas attiré votre attention. Par contre, il y a beaucoup d'organisations au Brésil, mais aussi sur le plan international et en Europe, qui ont mobilisé en fait le public de participer de manière massive à cette consultation publique. Et donc, il y a eu pas mal de communication par les organisations. Peut-être vous avez vu ça, passer ça via LinkedIn ou les autres réseaux sociaux. Keep the leather in the EUDR, ça a été vraiment une grande demande et ça continue. En fait, ça va au-delà de cette date du 1er juin, date où la consultation publique a été fermée parce qu'il y a toujours un risque, c'est-à-dire l'exercice de la revue n'est pas totalement fermé et n'est pas encore totalement achevé. Donc, quand exactement la Commission va sortir son Delegated Act qui va répondre à cette revue du RDUE, on ne sait pas encore. En fait, les collègues de Ferme, mais aussi d'autres organisations, parce qu'on travaille depuis des années en coalition avec 7 organisations, euh, en fait, ils ont une réunion aujourd'hui, cet après-midi, avec la commission pour en savoir plus. Quel est le calendrier exactement après cette consultation publique? Mais je vous en dirai encore un peu plus plus tard. Prochain slide. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc après cette consultation publique, il y a toujours un plaidoyer en cours pour garder l'inclusion du cuir dans la RDUE. Donc ici, vous voyez un poster de Mighty Earth qui en fait essaye de mobiliser le public, le grand public, d'assurer de voir dans tout ce qui est mode et les fringues qu'on sait acheter dans toutes les grandes surfaces, qu'il s'agit des produits de cuir sans déforestation. Et donc, il y a eu des actions, etc., qui permettent de participer et de se faire entendre. Ceci, c'est un clipping que j'ai copié de LinkedIn. Donc, si ça vous intéresse, vous allez chercher sur LinkedIn les différents liens et comme ça, vous savez peut-être participer à cette grande campagne.
Aussi, l'industrie du mode est ciblée, en fait. Dire, ben, les grandes marques, vous êtes les grands consommateurs du cuir qui vient du Brésil et d'autres pays en Amérique latine. Il faut que vous êtes au courant que vous êtes en train de déforester. Donc, ça, c'est un peu la grande campagne qui est très visible ici en Europe et aussi enfin, au niveau global. Donc, on essaye de mobiliser pas seulement le grand public, mais aussi d'être en contact avec des entreprises et ainsi que des investisseurs, pas seulement pour participer dans notre sens à la consultation publique, mais aussi jusqu'au bout, en fait, soutenir cette campagne. Prochaine slide. Qu'est-ce qui a été aussi été proposé par la Commission, à part donc tous les débats sur la portée ou le scope des produits, c'est en fait une question sur la légalité. Donc, beaucoup de sociétés ont dit, pour nous, c'est pas très clair ce qu'on entend par la légalité de différents produits ciblés par la RDUE. L'article enfin, ou le texte RDUE n'est pas super clair et ne précise pas assez de quoi exactement il s'agit. Et le texte dit qu'il faut regarder le cadre législatif du pays concerné, et donc national legislation est vraiment important. Je pense que pour le Cameroun, vous connaissez ça très bien. Je pense que au Cameroun, dans le secteur des cafés, il y a IFI qui a mené tout un processus pour être plus clair sur qu'est-ce qui constitue un cacao légal. Et en fait, il y a pas mal d'organisations qui ont été invitées de contribuer à des consultations sur la définition d'un cacao légal selon le droit camerounais. Et donc, mais cet exercice-là n'a pas été fait partout et n'a pas été fait pour toutes les commodités. Donc ça, c'est quand même un sacré boulot. Et donc, suite à la plainte des sociétés qui disent, oui, mais pour nous, c'est pas très clair, qu'est-ce que vous nous demandez? La commission dans ses Frequently Asked Questions and Answers et dans ses documents, ouais, les guides conductrices, a essayé d'être un peu plus spécifique. Selon l'analyse des ONG, la Commission va un peu en dessous de ses ambitions formulées dans la loi parce qu'ils disent qu'il faut juste collectionner. Donc, comme vous savez, toutes les entreprises ont les devoirs de collectionner des infos pour assurer à ce que le produit est sans déforestation après 2020. Ils ont aussi l'obligation de collecter des informations au niveau de la légalité. Et donc, en principe, sur 7 domaines de droit sont concernés, mais notamment, enfin, donc, le foncier, etc., les droits fondamentaux, etc. Mais maintenant, la Commission dit ça doit concerner la légalité des biens et ça doit être au niveau des risques et euh, il faut euh, avoir des preuves détaillées, euh, une preuve détaillée qu'il y a des problèmes de légalité dans certaines chaînes d'approvisionnement à risque élevé. Et donc, en fait, selon l'analyse notamment de Client Earth, le scope de cette légalité est en fait un peu plus limité, ce qui est formulé dans le texte. En fait, il y a aussi des lignes conductrices par rapport aux substantiated concerns qui dit en fait que des informations doivent être euh, mieux documentées. Donc, si tu as une plainte,
il faut présenter les preuves en quoi consiste en fait la violation du droit national. Donc, il faut être super, super concret et il doit y avoir un lien direct avec la chaîne d'approvisionnement. Il faut démontrer que en fait, ça constitue réellement un grand risque de déforestation. Prochaine slide. Donc, qu'est-ce que la Commission prévoit aussi pour aider en fait les entreprises à se conformer selon les exigences sur la légalité. Donc, chaque entreprise doit aussi faire l'exercice, est-ce que je produis de manière légale ou pas? Et donc, ils envisagent de mettre en place en automne 2026, donc c'est en octobre, novembre ou décembre, un site, et ça s'appelle un repository, un site où on a facilement accès au cadre législatif des pays concernés. Donc, par rapport au Cameroun, donc on aura un site animé par l'Union européenne. Et là, sur ce site, il y aura un lien vers le cadre législatif camerounais. Donc, comment ça va s'organiser et comment ça va être réalisé? Il y a encore plein de questions. L'Union européenne a déjà dit que c'est pas sa tâche de déterminer ce qui constitue le cadre national de chaque pays. Donc, c'est aux pays concernés de fournir des informations. Si le pays n'est pas coopératif, il n'y aura pas d'informations sur ce site. Donc ça, c'est la grande faiblesse. Et s'il n'y aura pas d'informations sur ce site, ça reste l'obligation de chaque euh, société de faire son devoir, son homework tout seul. Et aussi aux autorités compétentes, ça va être plus difficile de bien saisir quels documents doivent être vérifiés, contrôlés. Donc, cet après-midi, les collègues vont justement essayer d'obtenir un peu plus d'informations sur euh, comment est-ce que la commission va procéder de faire un site où les législations du monde entier euh, soit accessible et ceci aussi pour sept produits, hein. Donc c'est une énorme tâche. Et comment est-ce que la Commission va générer aussi la collaboration de tous ces pays dans tous ces secteurs? Parce que pour le secteur des cacao, peut-être il y a un autre cadre législatif qui va s'appliquer que pour le bois, par exemple, hein. Donc, selon chaque produit, la définition de l'égalité n'est peut-être pas le même. Donc, c'est un énorme travail. Il y a la question de souveraineté. L'Union européenne ne va pas se mêler et dicter ce qui constitue le cadre législatif d'un pays à l'autre. Donc, aussi au niveau de diplomatie, c'est un sacré exercice. Mais en fait, voilà, c'est peut-être aussi une opportunité pour la société civile de réfléchir qu'est-ce qui constitue la légalité d'une série de produits et dans quelle mesure la protection des droits des communautés est prise en compte. Donc ça, on va avoir une discussion justement avec vous, ce que vous en pensez et dans quelle mesure vous pensez la société civile pourrait jouer un rôle ou pourrait se servir et utiliser cette fenêtre comme levier pour renforcer aussi le cadre législatif au Cameroun. Donc, oui, c'est une opportunité de faire un zoom-in sur les droits fonciers et les autres droits des peuples autochtones, mais aussi des populations locales et aussi les droits des petits producteurs. Oui, prochaine slide. Donc, la liste des produits a fait sujet de cette consultation, fameuse consultation qui est clôturée le 1er juin.
Qu'est-ce qui va se passer après? Il y a encore le Conseil et le Parlement qui ont le dernier mot, enfin qui ont encore un mot à dire. Il faut arriver à un consensus entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Après cette consultation, il y aura un delegated act, une proposition de delegated act que la Commission va préparer. Et puis après, les autres législateurs, notamment le Conseil et le Parlement, vont intervenir. Donc, quel est le calendrier pour tout ça? On ne sait pas. Évidemment, ça va se faire avant la fin de l'année. Mais justement, ces détails, on espère avoir plus d'informations très bientôt. La date d'application du 30 décembre 2026 reste maintenue pour toutes les entreprises. Et donc, à partir du 1er janvier 2027, en fait, les entreprises seront obligées d'appliquer la RDE. On espère que fin de l'année, vers la fin de l'année, donc le dernier trimestre, on n'aurait pas à nouveau une discussion comme les 2 années précédentes, qu'il y a à nouveau des voix qui disent qu'il faut remettre, que les entreprises ne sont pas prêtes, etc. On espère que ce n'est pas du tout le cas. Les États-Unis n'aiment pas du tout la RDUE et ont déjà fait de la pression sur la RDUE de simplifier encore plus le texte et de diminuer l'ambition de cette réglementation. À notre surprise, mais surprise positive, la Commission a quand même répété qu'elle ne va pas baisser ses ambitions et qu'elle va maintenir l'essentiel et en fait le texte tel quel avec certains changements dont on a parlé. Donc en fait, ils sont prêts, ils sont engagés de résister à la pression des États-Unis et donc cette date du 30 décembre 2026 reste la date ciblée. Pour les micros et les petites entreprises, vous rappelez aussi qu'il y avait une différence entre les grandes entreprises qui avaient normalement 1 an et demi, mais ça c'est maintenant plus que ça, pour être préparées, mais donc les micros et petites entreprises ont 6 mois de plus que les grandes pour être prêts, et donc ils ont jusque 30 juin 2027. Pour le bois, donc toutes les entreprises restent jusqu'à présent couvertes par la RBE et en fait aussi ça rentre en vigueur pour tout le monde aussi en décembre 2026. Donc il y a un phase-out du RBE pour aller vers le RDE en décembre 2026. Oui, prochaine slide. Donc, si tout ceci vous semble encore très vague et que vous désirez avoir plus de détails sur ces lignes conductrices, sur les Frequently Asked Questions and Answers, je vous conseille de cliquer sur les liens qui ont été fournis dans cette présentation. Là, vous pouvez consulter ces documents qui sont en ligne et qui ont été fournis par la Commission pour avoir les précisions comment interpréter certains articles. Un projet de Delegated Act, il va être fait bientôt après la consultation et donc là, à voir quel est le calendrier. Il y aurait aussi un rapport du Parlement et du Conseil qui va résumer tous ces changements. Donc, à voir un peu qu'est-ce qu'on entendra cet après-midi sur les étapes prochaines. Voilà, donc ça c'était un peu les infos de Bruxelles. En ce qui concerne maintenant quelle pertinence pour le RDUE, donc en gros, il n'y a pas grand-chose, je pense, qui concerne le Cameroun qui va changer. La date du 30 décembre et donc de cette année reste maintenue. Mais il y a la grande nouveauté qui vous concerne, c'est pas le cuir parce qu'il n'y a pas du cuir qui est exporté du Cameroun.
mais c'est la légalité. Et donc, la grosse question, c'est de savoir, est-ce que vous envisagez ou vous pensez que c'est une bonne idée d'engager de manière proactive avec votre gouvernement pour identifier quelles lois sont pertinentes qui doivent être mises sur le site de l'Union européenne. À ce titre, il faudrait regarder quels sont les ministères responsables et quelles lois, et surtout les lois qui concernent les peuples autochtones, qui protègent aussi les petits producteurs, sont, selon vous et votre analyse, doivent être incluses. Évidemment, ça c'est un peu l'avance ou allez, une certaine avance que le Cameroun a peut-être par rapport à d'autres pays. Il y a une assistance technique par IFI. Et en ce moment, ça se concentre que dans le secteur cacao. Et vous avez fait déjà, ou IFI a déjà fait un rapport sur la légalité qui fait partie du manuel de référence national cacao durable au Cameroun, à laquelle certains d'entre vous ont participé. Je pense que ce manuel est considéré comme un fruit d'un exercice exclusif et qui est porté, qui a été élaboré à titre au sein du comité cacao durable avec l'appui de l'Union européenne et IFI. Et si je ne me trompe pas, ce manuel est considéré comme un manuel national. Donc, il est disponible sur le site de l'ONCC, je pense. Et donc, j'imagine que ce travail va être proposé par le gouvernement comme aussi une référence de droit, de cadre législatif au Cameroun. Et donc, mais évidemment, il serait intéressant de savoir quelles leçons est-ce que on a appris de cet exercice, parce que évidemment, il y a d'autres produits que le cacao qui sont exportés du Cameroun vers l'Europe, notamment le café et CAFI. Avec l'aide de CAFI, on essaye de remonter un peu ce secteur des cafés. J'ai appris hier de quelqu'un de l'ambassade au Cameroun ici à Bruxelles qu'ils essayent vraiment de promouvoir le café camerounais et il y a une sorte de fête de dégustation du café camerounais prévue fin du mois ici à Bruxelles. Donc c'est clair que le Cameroun veut diversifier ses produits exportés et donc mise pas seulement sur le cacao, mais aussi le café et le caoutchouc, et qui sait, dans l'avenir aussi, l'huile de palme. Et le bois, évidemment, aussi. Donc, à voir un peu dans cet exercice de définition de l'égalité, est-ce que là, c'est une fenêtre pour la société civile? Et puis, il y a d'autres options de continuer votre travail de plaidoyer sur d'autres fronts. Je pense qu'il y a beaucoup qui essayent déjà d'influencer les réformes forestières et foncières. Et l'idée ou l'ambition de Cameroun, de gouvernement, c'est aussi d'assurer à ce qu'on répond euh, aux besoins du RDUE. Donc là, c'est une autre fenêtre à utiliser par la société civile. Et puis, il y a une panoplie d'initiatives, de loin ou de près, liées à des chaînes d'approvisionnement durables, liées ou pas directement liées au RDE. Et il s'agit notamment du Team Europe's Initiative lié au RDE et de programmes clés aussi soutenus par la GIZ et l'Union européenne, notamment le Sustainable Cocoa Initiative, qui est en fait le porté ou la suite des Coco Talks et Coco Actions, et puis le programme SAFE géré par la GIZ, qui en fait prévoit des soutiens aux petits producteurs, traçabilité, sécurisation de la tenure foncière, et c'est aussi une opportunité de mettre en avant les revenus décents pour les petits producteurs et les droits des femmes, qui sont en fait des acteurs clés dans la production du café, du cacao, mais sans doute aussi dans d'autres chaînes d'approvisionnement. Il y a CAFI aussi qui s'engage et soutient le Cameroun dans le café et le cacao et qui a mis le paquet. Je ne suis pas très au courant de ces initiatives,
les initiatives autour de CAFI. Mais peut-être vous en savez plus. Et puis, il y a le nouveau programme Bois Cacao de l'Union européenne. À voir s'il y a des points d'entrée au niveau de la traçabilité, de l'observation indépendante. Enfin, on sait déjà que ce nouveau programme va tourner autour du soutien du secteur privé, mais quid de la société civile et le soutien aussi de la gouvernance forestière. Et puis finalement, il y a aussi le Broader Market Recognition Coalition, soutenu par l'Angleterre, qui est une initiative aussi pour assurer à ce qu'il y ait des systèmes de traçabilité euh, accordés par différents membres de cette initiative et qui assurent la, oui, traçabilité du bois et ouais, donc, qui concerne en fait le bois durable, l'exploitation du bois durable. Voilà, donc ça c'était la fin. Donc en fait, la grosse question c'est oui, est-ce que vous avez des questions, mais aussi qu'est-ce que vous pensez de ces possibles leviers ou fenêtres de vous faire entendre et de pousser vos combats? Est-ce que les RDU restent un levier valable pour le reste de l'année, mais aussi au-delà de ça? Et donc, ouais, dans quelle mesure la société civile au Cameroun pourrait s'en servir pour que, en fait, c'est un instrument qui contribue aussi à vos combats au niveau national. Merci beaucoup. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions. Dans la mesure des possibilités, je vous répondrai. Mais surtout, ce serait fantastique si on peut avoir une conversation réelle avec vous. Je vois entre-temps, il y a 34 personnes qui nous ont rejoints. J'ai un peu trop parlé. Il y a peut-être des gens qui connaissent bien la situation et travaillent sur l'actualité au Cameroun et notamment dans le domaine de cacao. Donc, n'ayez pas peur de lever la main et aussi de partager les informations que vous avez avec tout le monde. Merci. Je ne sais pas comment on va procéder. Euh, Giovanni, c'est toi qui as une vue, je pense, sur les mains qui se lèvent. Merci Ok, pour les thumbs up et les applaudissements. Mais là voilà. nous Donc, avons Jean-Cédric Le Bogo. oui. Jean-Cédric, vous pouvez parler. Merci. Et merci de vous présenter aussi de quel organisme vous appartenez. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Euh, je suis le Bogojan Sigrid. Je suis ingénieur agronome, expert formateur en agroécologie permaculture, en gestion durable des déchets, en restauration des sols et en question de changement climatique. Je suis par ailleurs promoteur du GIC pratique agricole du futur, barriération par très loin de Yaoundé. Alors, déjà, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui, avec tant d'experts sur les questions de RDU. Je voudrais partager avec vous une petite expérience que j'ai vécue avec l'institution Barry Calbo ici au Cameroun, parce que j'y ai servi pratiquement pendant 6 mois en tant que agent vérificateur dans le projet RDU, et justement la valorisation du cacao camerounais avec joint à l'agroécologie, à l'agroforesterie autant pour moi. Déjà, je voudrais vous dire que c'est une très belle initiative que vous avez initiée de la part de l'Union européenne sur
les conditions de réglementation de la déforestation, c'était très bien pensé parce que à un moment donné, nous étions en train comment je vais dire, de vilipender, vous allez me pardonner le terme, de vilipender nos forêts ici et valoriser un produit où nous n'avons pas totalement la totale maîtrise de sa commercialisation ou de sa transformation. Donc, avec l'approche RDU, c'est vraiment une aubaine que l'Union européenne met à la disposition des producteurs camerounais, dont j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux dans la région de l'Ouest, de l'Est de Cameroun, la région du centre aussi, donc, et du Nord-Ouest. Voilà. Donc, voilà les différentes régions dans lesquelles j'ai exercé. Mais ce que j'ai constaté là-bas, c'est vraiment prisé parce que nous avons encore des pratiques agroécologiques durables ici qui vont dans le sens de RDU. Vous remarquerez, la majorité du cacao camerounais était difficilement rejeté. Voyez-vous, c'était difficilement rejeté. Donc, je voudrais vraiment saluer cette initiative et voilà, continuer à apporter le coup de pouce en termes de plaidoyer pour la préservation des forêts, la préservation de l'environnement dans tout le monde entier, particulièrement au Cameroun. Donc, voilà ce que je voudrais partager avec vous. Et comme je l'ai dit au départ, je suis ravi d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et certainement de promouvoir des pratiques agroécologie. Agroécologique, c'est très important. Je pense qu'il y a tout un réseau qui a été mis en place pour promouvoir ça. Et surtout dans un contexte où il y a, dans un milieu forestier, il y a plein de défis par rapport à l'agroécologie et qui a aussi une bonne entente dans quelle mesure on diminue en fait les impacts des cultures de cacao sur les forêts et l'écosystème. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y a des Nous avons également questions. Alexis. Oui, peut-être on peut prendre d'abord les questions de clarification pour ensuite entrer dans la discussion. Et en fait, ce serait bien si c'est possible aussi de ouvrir la caméra. Ça rend aussi la discussion peut-être un peu plus vivante. Merci. Monsieur Alexis Thierry, vous avez la parole. Monsieur Alexis, sinon on peut passer à une autre personne qui a des questions sur les dernières évolutions. Je voudrais savoir si vous m'écoutez. Oui, oui, maintenant on vous écoute. Merci. Bonjour. Ah, bonjour, madame. Bon, j'étais en train de dire félicitations déjà pour la brillante présentation, tout en disant que je suis Domo Guégan Alexis, superviseur de zone pour le département de durabilité de New Industry SA, qui est une entreprise qui fait dans la transformation du cacao au Cameroun. Pratiquement, pour le moment, je pense que c'est la plus grande en Afrique centrale. Et cette entreprise a mis sur pied un département de durabilité qui accompagne les producteurs dans les bonnes pratiques agricoles, environnementales et sociales. Nous faisons également dans la certification Rainforest Alliance. Et j'ai suivi bout en bout votre présentation. Je voudrais juste aller droit au but pour poser une question sur quand vous étiez en train de présenter, vous avez parlé du nouveau programme bois cacao pour de l'Union européenne pour le Cameroun
qui soutient le secteur privé. Je voudrais en savoir plus. Est-ce que c'est un programme qui est déjà opérationnel ou c'est pour le futur? Et si c'est pour le futur, nous, en tant qu'entreprise, comment est-ce que nous pouvons nous positionner pour pouvoir travailler en partenariat avec vous dans le cadre de ce programme? Donc, c'était ça ma question. Parce que, puisque bon, nous collectons déjà les données, nous faisons déjà la géolocalisation sur le terrain pour nous préparer pour le E2E. Certes qu'il y a des zones qui sont encore floues, comme vous étiez en train de dire, concernant euh, euh, je vais dire quoi, concernant si la date sera effective le 30 décembre 2026 ou si ça ne sera pas effective, bon, on est encore là, on attend, mais nous continuons à cartographier les exploitations agricoles. Euh, on prépare les éléments comme bon nous semble, peut-être avec des points d'ombre, comme j'ai dit, peut-être concernant par exemple la loi foncière. On ne sait pas exactement ce qu'on doit prendre sur le terrain aux gens pour justifier peut-être que le terrain est la propriété de quelqu'un, surtout puisque beaucoup de gens, sur 100 producteurs qu'on peut rencontrer sur le terrain, il serait difficile de trouver même deux qui peuvent avoir un titre foncier. Et c'est un peu difficile, bon, vu toute la panoplie de ce qu'on exige pour le règlement de l'Union européenne. Et il y a une question que je voudrais savoir. Avec tout ce qu'on exige là, et en retour, qu'est-ce que le producteur gagne quand il pose la question sur le terrain? Qu'est-ce qu'il gagne en retour, le producteur, quand il doit se conformer à toutes ces exigences-là? C'est la question que je jette dans la malle comme ça. Si vous pouvez avoir des éléments de réponse, ça nous permettra également aussi de pouvoir travailler sur le terrain. Merci. Merci pour vos questions, parce qu'il y en a différentes. Elles sont très intéressantes. Donc, si j'ai bien compris, votre question, c'est le nouveau programme de l'Union européenne. Comment on peut être en contact avec eux, en quoi ce qui consiste, et est-ce qu'ils peuvent aider aussi une société comme la vôtre qui s'engage dans la transformation. En fait, il y a différentes initiatives en cours et donc je vous ai expliqué dans le cadre du Sustainable Cocoa Initiative, donc l'initiative pour le cacao durable qui est en cours depuis des années. L'Union européenne cherche aussi de faire le lien avec le secteur privé, dont aussi enfin, surtout ceux qui travaillent au Cameroun, pas seulement les grosses sociétés, mais aussi les petites et moyennes entreprises. Et dans ce sens, une des choses que l'Union européenne fait, ensemble avec d'autres partenaires, notamment le GIZ, c'est aussi soutenir le gouvernement à mettre en place un système de traçabilité et donc géoréférencer aussi les différentes cacaoyères. Euh, et donc, ils essayent de soutenir le gouvernement à mettre en place un système de traçabilité national. C'est en collaboration avec le CICC, donc c'est pas totalement gouvernemental, mais c'est une sorte de mixte entre le CICC et le gouvernement. Euh, Connaître exactement où ce que ça en est et quel est l'apport de l'Union européenne ou de GIZ, etc., dans ce sens-là. Enfin, je suis pas au courant. Enfin, je pense, les collègues au Cameroun même qui sont plus au courant. Pour avoir une bonne entrée, enfin un point d'entrée, je pense que ce serait bien de prendre contact avec EFI. EFI est justement l'organisation, le European Forest Institute, qui a eu la tâche d'être le trait d'union, donc le facilitateur ou l'appui technique entre les différents acteurs et qui s'est engagé à mettre aussi sur musique différentes actions dans le cadre du cacao qui ont été identifiés. Donc, je suis sûre, enfin, le CED ou GDA ou autres autour de la table peuvent vous fournir le contact avec EFI et je pense via eux, vous pouvez avoir plus d'infos, je pense, comment entrer en contact avec eux, mais aussi l'Union européenne. Sinon, je pense qu'il n'y a pas vraiment une coordination, enfin, sauf il y a un comité de cacao durable qui aussi essaye de
d'avoir une vue d'ensemble, mais par exemple, je ne sais pas au niveau de la représentation comment ça se passe exactement. Je sais qu'il y a un souhait de reformer ce comité afin qu'il y ait une meilleure transmission, je pense, d'informations et de coordination. Mais je ne sais pas où ça en est. J'essaye de comprendre, mais ce n'est pas si facile. Donc, désolée d'être peut-être pas trop concret là-dessus. Il y a la coordination et communication est un grand défi parce que j'ai l'impression, mais ça c'est mon point de vue à partir de Bruxelles, il y a beaucoup de fragmentation dans l'info et que les acteurs clés, société civile, mais aussi petits producteurs, coopératives, n'ont pas toujours une photo complète de ce qui se passe et les initiatives qui se font. Mais peut-être quelqu'un d'autre peut réagir aussi à ça et peut me compléter parce que, à nouveau, je suis à Bruxelles et pas au Cameroun. Donc, j'invite quelqu'un de me compléter et de conseiller euh, quel conseil on peut donner à monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir? Non? En tout cas, je pense que c'est une question qu'il faut garder et que peut-être ceux qui appartiennent au comité, ils participent à ces réunions, mettent ça sur la table quand même qu'il y a des questions sur chercher en fait d'être connecté. Une autre question que Il y vous a aviez... Monsieur Oui, de Clermont-Atteba. oui, clairement. Est-ce que Monsieur vous... de Clermont, vous avez la parole. Et c'est en réponse à ma question, hein, parce qu'il y a Monsieur Jean qui avait posé aussi la question, qu'est-ce que le producteur gagne? On n'a pas répondu à cette question. Monsieur Clermont, c'est en lien avec la question de coordination à qui s'adresser? Non, bon, peut-être aussi, c'était aussi ma préoccupation, c'est-à-dire que les producteurs au niveau de l'arrière-pays n'ont pas toujours la bonne information sur tout ce qui tourne autour du cacao durable de nos jours. Moi, je suis au Cameroun, j'étais, j'ai suivi un peu la mise en œuvre, la rédaction. Aujourd'hui, on attend que ce manuel soit publié de manière formelle, mais il y a un manuel de procédure pour la production et la commercialisation du cacao durable qui a été élaboré avec la contribution, l'appui technique de EFI au Cameroun, soit de manière formelle publiée et que l'utilisé soit La ligne est très mauvaise, on ne vous entend plus. d'être informé d'un document parce que un document du choix du site jusqu'à la commerce. Parce que moi, j'ai de l'information. Et aussi, ma crainte, Walter disait, c'est l'information. Et ce que vous-même, vous avez affirmé, c'est au niveau de l'information parce que les communautés rurales dans les localités de l'Est, de Yokadouma, de Molundu, de Salapumbe, d'Abomban, n'ont pas l'information sur tout ce qui tourne autour du cacao durable. Et donc, je me demande comment est-ce qu'ils pourront réagir ou alors qu'est-ce qui est en train d'être fait pour qu'ils soient au parfum, pour qu'ils soient à la page, pour qu'ils soient, n'est-ce pas, à la page des informations qui circulent ça et là, d'autant plus que les informations peuvent diversifier d'un acteur à un autre ou alors d'une
une structure à une autre. Donc, c'est un peu ça ma crainte. Comment est-ce qu'il faudrait arriver à une harmonisation de la communication auprès des producteurs, auprès des coopératives, pour que ces derniers soient de manière, que ces derniers soient bien informés sur le cacao durable au Cameroun. Voilà un peu ma préoccupation. Mhm. Merci pour Merci. souligner cette préoccupation. Je pense que depuis quelques années, la priorité numéro un était vraiment l'accès à l'info. Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler du RDUE et donc, oui, ils ne savent pas très bien qu'est-ce qui est demandé. Et donc, après 2 ans, je pense que il y a eu certaines ONG qui ont fait des publications, notamment GDA et CED, ont mis ça sur le tapis. C'était, oui, des publications début 2024, je pense. Et jusqu'à présent, je ne sais pas non plus s'il y a eu une campagne nationale, je ne pense pas, mais ça a été mis en avant comme une grande priorité. Je sais que le CICC en parle, mais concrètement, dans quelle mesure il y a eu euh, cette tournée, ces informations sur le terrain, je pense qu'il y a eu des missions, mais que c'est assez limité. Mais c'est très intéressant de noter que la même demande persiste et reste un souci. Peut-être à voir et à creuser par la société civile qu'il ne faut pas, avec certains acteurs, communiquer ça de manière écrite et commune pour en faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez noté sur le terrain ces dernières années. Euh, je voudrais bien revenir sur la question de monsieur avant, sur qu'est-ce que le petit producteur gagne dans tout ça. L'idée, c'est que les grosses exportateurs qui mettent le produit sur le marché, que c'est à eux de mettre en œuvre certaines obligations, de collecter des infos, de évaluer les risques de déforestation et d'illégalité et d'aussi prendre des mesures d'atténuation. Donc ça, ce sont les trois piliers ou trois blocs d'obligations qui reposent sur ces sociétés. Donc en principe, c'est pas aux petits producteurs de porter les frais de la géolocalisation ou de mettre tout ça dans un database, etc. Mais ça repose sur cette entreprise qui met le produit sur le marché. La crainte, c'est évidemment que s'il y a des frais qui seront passés aux petits producteurs. Mais de mieux comprendre comment ça se passe en réalité, ça c'est quelque chose qui est clé. Euh, dans une période où les sociétés se préparent et qui disent oui, oui, on n'impose rien aux petits producteurs, on s'en charge, c'est nous qui le font. Euh, il- on comprend qu'ils courent vers le terrain, prennent les infos, prennent les points GPS et les petits producteurs, il n'est pas très au courant, il n'a pas accès à ces données et ça pose problème. Par contre, si on met en place un système de traçabilité nationale où là, les petits producteurs ont une sorte de carte de producteurs qui leur permet d'avoir aussi accès à ces données, c'est peut-être mieux et ça évite aussi la duplication du travail, mais ça pourrait être un moyen d'être plus transparent et de gérer ça avec inclusivité le petit producteur. Mais ça, c'est la théorie. Il faut voir un peu qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte camerounais et qu'est-ce qui se passe réellement enfin, sur le terrain. Euh, ouais, il y a des organisations qui ont essayé d'engager des communications avec les sociétés pour voir un peu comment ils assurent la propriété des données auprès des petits producteurs.
mais je ne sais pas si quelqu'un au niveau de la société civile a une bonne vue d'ensemble de qu'est-ce qui se passe en réalité. Ce qu'on entend à Bruxelles par, je sais pas, Olam ou Nestlé, Barry Callebaut, c'est que bon, c'est faisable, ils s'en occupent, etc. Et tout va bien. Mais en même temps, on n'a pas tout de suite une bonne vue de ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est à nouveau mon idée, mais peut-être à vous de compléter. Et sur qu'est-ce que le petit producteur gagne, ce n'est pas seulement une sorte de mal à la tête que pas plus. L'idée, c'est aussi euh, oui, d'accompagner aussi ce petit producteur si il ou elle euh, se sent poussé pour étendre son champ dans la forêt, ce qui n'est pas permis par la RDE. Euh, les mesures accompagnatrices devraient aussi l'aider à mieux produire sur ces champs existants, profiter d'un appui technique pour améliorer peut-être la production. Il doit être conscient si son cacao est légalement produit et s'il y a des problèmes de tenure foncière et il n'y a pas de titre, de être accompagné pour obtenir ce titre ou au moins clarifier la situation. La RDU, je pense que c'est vraiment quelque chose qui préoccupe beaucoup de petits producteurs aujourd'hui, c'est le prix. La RDUE ne va pas peut-être arranger la problématique de prix dans un pays où le marché est libéré, est libre, et que le prix souffre d'une volatilité du marché. Le prix du cacao a chuté au Cameroun. La RDE va pas régler ça, mais peut être un levier pour en discuter. Qu'est-ce qu'on fait dans un contexte où, en fait, ni le petit producteur ni le gouvernement a quelque chose à dire sur est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent stabiliser le prix? Et ça, c'est ce qu'on cherche, par exemple, au Côte d'Ivoire, au Ghana, bien que là-bas, le prix est réglementé. Mais c'est quelque chose qui peut être très bénéfique aussi, au final, pour les revenus du petit producteur et les producteurs lui-même. Donc, voilà, d'où ce règlement peut contribuer à mettre lumière sur les problèmes des petits producteurs. Par exemple, avec le CED, il y a eu cette publication sur les femmes qui sont en fait le pilier de la production du cacao au Cameroun et d'ailleurs dans d'autres pays aussi, et qui sont confrontées à des problèmes particuliers et assez aigus qui méritent à être réglés, notamment la tenure foncière. Donc, la discussion des RDUE nous permet de mettre en lumière des problèmes qui existent depuis pas mal de temps. Donc voilà, mais à nouveau, j'invite les autres à en dire quelque chose sur votre vision, comment vous voyez la pertinence de ce RDUE et comment vous voyez l'utiliser pour votre cause. Ok, nous avons plusieurs questions, Indra. Mais on va d'abord laisser le soin à Monsieur Bonaventure de poser sa préoccupation. D'accord. Rebonjour à tous et merci Indra pour ces mises à jour et cette présentation. Je suis Bonaventure Tecam, je suis forestier assessor à ZSL. J'aurais deux préoccupations de clarification pour comprendre. La première est liée au système d'information, sachant que c'est l'un des gages pour la mise en œuvre du règlement de déforestation de l'Union européenne. Je voulais savoir si à ce jour, le système d'information est déjà fonctionnel. Est-ce qu'il donne des garanties de sécurité pour traiter le flux d'informations, de données provenant des pays producteurs?
Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est une interrogation parce que vous semblez dire que il y a des groupes de pression pour qu'on puisse simplifier le règlement. Savoir si euh, la simplification du règlement, des exigences du règlement, n'est pas aussi liée au fait que il y a certaines choses contenues dans le règlement qui ne sont pas opérationnelles et qui pourraient compromettre la mise en œuvre du règlement en lui-même. Donc, voilà les deux préoccupations que j'ai. Merci. Oui, merci beaucoup. Sur le système quelque chose d'important. Donc, c'est en fait un système qui prévoit que les opérateurs en fait euh, download ou upload leurs informations dans ce système central qui est géré par la commission. Et il y a eu des tests. Il y a des tests ou des exercices pilotes avec pas mal de sociétés qui se sont portées volontaires et avec, en collaboration avec pas mal de autorités compétentes, ils ont testé la fonctionnalité de ce système. Ils ont trouvé qu'il y avait pas mal de problèmes. Ils ont essayé de régler ces problèmes et qui ont motivé, ça c'est la version officielle, aussi la commission de accepter en fait une remise d'un an pour assurer à ce que ce système soit performant et adresse les problèmes qui sont survenus dans les tests. Où est-ce que ça en est depuis? Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi ça. Aussi, on n'a pas toujours accès à ces infos. Quand même, on a des réunions de temps en temps avec les autorités compétentes et qui ont partagé aussi comment les tests se sont déroulés et quelles sont pour les sociétés certaines faiblesses, qu'est-ce qui va bien. Par exemple, au niveau enfin, fournir des informations sur la légalité, c'était un peu difficile parce que justement, les autres sociétés étaient un peu perdues. Quel type d'informations ils devaient récolter? Une autre élément qui n'a pas super bien fonctionné ou que c'est un terrain gris et vague, c'est les mesures d'atténuation. Par exemple, si une société, je dis n'importe quoi, hein, enfin, Barry Callebaut, travaille avec des petits producteurs qui opèrent dans des zones à risque de déforestation, par exemple euh, dans la, au centre du Cameroun, il y a beaucoup de problèmes de déforestation. Si ils achètent chez ces producteurs-là, il y a un risque de déforestation. Le Barry Callebaut ne peut pas acheter chez les petits producteurs, mais a l'obligation d'atténuer les risques. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cut and run, ils disent, vous ne pouvez plus fournir vos cacao, enfin vendre votre cacao, on ne veut plus voir votre cacao dans notre chaîne d'approvisionnement, ou soit la société est obligée de accompagner ce petit producteur, de ne pas étendre ses champs, mais de améliorer sa manière de produire à ce que ça donne plus et à ce que quand même sa production soit OK, hein. C'est vague. En quoi est-ce que ça consiste concrètement et comment ça se fait? Et ça, c'était un point assez... Et tous ces éléments, on essaye de régler ça, y compris alors la mise en place de ce système d'information qui doit être élaboré par la commission. Voilà. Et l'autre question, j'ai un peu oublié. Donc, je ne sais pas s'il y avait Oui, encore une... je peux reprendre. Je peux Ah, reprendre. oui, oui, l'autre Oui, élément. je disais également le fait pour les groupes de pression, notamment Ah oui, des opérateurs du secteur privé,
de militer pour la simplification du règlement, est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'il y a certaines exigences contenues dans le règlement qui ne sont pas, qui sont difficiles à mettre en œuvre? Oui, mais Et la question, c'est d'être concret et être dans le détail. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est non, difficile? c'est pour ça que je dis que c'est une interrogation. En fait, c'est une question que je me pose à moi. Oui. Et pour savoir que, parce qu'il ne faudrait pas aussi, bon, Mais c'est ça ce qu'on a euh, discuté aussi dans la revue, hein. Donc, d'abord, ils ont poussé pour avoir plus de temps d'être préparés. OK. Puis, il oui, y a eu une tendance de simplification. D'ailleurs, ça concerne pas seulement les RDE, mais beaucoup de réglementations qui touchent à la redevabilité des entreprises. On veut simplifier, hein. Et c'est aussi parce qu'il y a eu une commission qui est très en soutien du secteur privé aussi, qu'on veut baisser un peu la barre pour la redevabilité des entreprises. Néanmoins, quand on est entré dans les détails, qu'est-ce qui est tellement difficile? Voilà, c'était pas tellement clair. Il y a beaucoup de soutien maintenant et des systèmes qui permettent de réaliser cette exigence de, de collecter des données géoréférentielles. Mais on sait aussi, et ça c'est la réalité, que le 1er janvier 2027, tout ne sera pas parfait. Mais à un certain moment, il faut commencer. Et il y a aussi une revue ou une évaluation prévue dans 4 ans. Donc, la loi prévoit 5 ans. On est déjà fortement avancé depuis 2023. Et maintenant, la dernière information, c'est que d'ici 4 ans, on aura une évaluation pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est impossible, etc. Mais au moins, il faut qu'on commence parce qu'on parle beaucoup, mais on n'agit pas, quoi. Et tant qu'on n'est pas dans l'action, ce serait aussi difficile de, sur papier, d'évaluer tous les problèmes qui vont se faire. Donc, c'est ça maintenant l'idée. On est prêt, on se lance, on va se mouiller, mais on va être aussi attentif aux problèmes. Et voilà, on comprend qu'il faut être efficace et que mission impossible, personne ne veut ça. Voilà. Il y a beaucoup de sociétés qui ont investi énormément et qui sont fatiguées des remises. Par exemple, une société comme Michelin a investi des millions pour être prêt et finalement, ils se sentent punis parce que ceux qui n'ont rien fait ont gagné du temps et ceux qui étaient prêts et ont mis le paquet d'argent, en fait, ils sont pas honorés en fait pour les efforts faits. Et donc, on a aussi écouté à eux, à ceux-là, et maintenant la commission a dit, OK, peut-être le cuir, on va le mettre de côté, certaines dérivées, on va revoir aussi, mais l'essentiel, on va maintenir, on y va. Voilà. OK, il y avait des questions encore, j'espère que c'était satisfaisant comme réponse. Est-ce qu'il y a un lien ou une synergie entre le système d'information de la Commission et le Open Timber Portal? Bon, le Open Timber Portal, non, c'est dissocié, mais ça reste un instrument pour évaluer les risques. Et comme d'autres instruments qui existent, oui, ça sera un élément dont les sociétés vont servir pour récolter des infos. Mais ça ne fait pas partie du système d'information enfin, officiel, en fait. C'est aux sociétés aussi de mettre en avant, tout comme, par exemple, la certification. Une société qui est dans un système de certification peut avancer ça comme un plus, mais ça va jamais substituer ou substituer ses devoirs de remplir ses obligations de diligence raisonnée.
Ok, j'aimerais clarification sur terme zéro déforestation et est-ce qu'il s'agit de stopper la création des parcelles pour ces produits dus? J'ai pas bien compris la question. Donc, c'est une question par rapport à la définition de zéro déforestation et aussi la savane. Donc, effectivement, s'il s'agit d'une plantation dans zone savane où il n'y a pas de et qui génère pas de la déforestation, il n'y a pas de risque. Et donc, c'est ça. Et la société doit évaluer le risque de déforestation. Dans dans la loi, il y a une définition de zéro déforestation. Et donc, à voir si ça répond ou pas. Et donc, si ces zones savane, ça dépend. Certaines zones de savane sont quand même, il y a des arbres. Des grands arbres qui répondent à la définition enfin, de forêt. Donc, ouais, il faut, en chaque cas de figure, il faut regarder en détail de quoi il s'agit. Giovanni, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je vois déjà qu'il Oui, y a nous 1h30. avons quatre questions. Il y a quatre questions en attente, mais Et- nous allons d'abord permettre à Monsieur Kamga Justin de poser sa préoccupation. Ok, ok. Question ou Ok, contribution? Donc, oui, je pense aussi que s'il y a des nouveautés à partager au niveau de ce qui se passe au Cameroun même, sur la mise en œuvre des RDUE, n'hésitez pas, mais essayez d'être bref. Merci. d'accord, merci beaucoup Indra, et merci encore pour ce partage d'informations sur l'état d'évolution du RDIE, DIE autant pour moi. J'avais juste une inquiétude et un élément sur lequel je voudrais aussi partager avec vous, qui, dans le contexte de RDE, reste un gros problème sur lequel nous ferons face, ou alors si nous ne le faisons pas déjà face. Donc, la première chose, c'est que, voilà, dans la présentation, j'ai compris qu'il y avait certains exercices de plaidoyer qui étaient engagés pour pouvoir introduire certains produits dérivés. Bon, je n'ai pas bien suivi cette partie parce qu'au moment donné, je la connaissais en partie. Mais ce que je retiens, c'est que, il y a par exemple le cuir qu'on voudrait introduire comme dérivé du bœuf dans le processus de RDE. Donc, mon inquiétude vient du fait que déjà le RDE à l'état actuel tel que nous l'avons, on a du mal déjà à s'en sortir avec les autres commodités et de pouvoir s'assurer vraiment que les producteurs s'arriment vraiment à cette nouvelle donne. Donc maintenant, s'il y a des actions qui sont engagées pour pouvoir introduire maintenant les dérivés, est-ce que ça ne viendra pas davantage compliquer la tâche? Puisque Euh, si je prends le cas, ça nécessite aussi de pouvoir justifier, passer du puits. Et même au-delà, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir contrôler la contrebande qui pourra avoir autour, tout en sachant qu'il y a certains animaux qui ont presque, dont les peaux sont aussi utilisées pour fabriquer le cuir, et ce n'est pas seulement le bœuf. On peut aussi prendre le buffle pour le faire, on peut aussi prendre, je ne sais pas, les chèvres, mais comment est-ce qu'on va réussir à le faire? Donc, pour moi, c'est vraiment de dire, pour moi, l'état actuel, c'est ce que je pense, hein. C'est bien qu'on se concentre sur ce que nous avons et se rassurer que nous réussissons déjà à pouvoir répondre aux attentes du RBDE avant de passer, voir comment est-ce qu'on peut étendre à d'autres dérivés. Donc maintenant, la deuxième chose qui reste une grosse inquiétude que j'ai et qui est aussi partagée par plusieurs, c'est que dans le contexte actuel, où le RDE est là avec beaucoup des exigences, point de vue communauté, ça je le dis point de vue communauté,
Et donc, les communautés n'ont même pas les capacités de pouvoir répondre à toutes ces exigences-là. Alors, la grosse crainte serait que on se retrouve à donner l'opportunité au marché parallèle de se développer. Donc, quand je dis marché parallèle, ce sont les marchés qui sont moins exigeantes par rapport à dit quoi? Moins exigeantes par rapport à l'égalité. Donc, nous tous l'avons vu, l'année dernière, le prix du cacao qui était monté jusqu'à plus de 5 000 francs et qu'aujourd'hui, c'est à peine 1 500 que les planteurs vont vendre le kilo du cacao. Et certains ont déboisé pour planter des hectares et des hectares de cacao. Alors, vous imaginez que si à côté de cela, il y a un marché moins exigeant par rapport à l'égalité, ils vont préférer aller de ce côté-là que de se faire casser la tête avec le RDE. Donc, moi, c'est un gros problème sur lequel, bien que faisant la promotion du RDE, il serait bien important pour nous de voir, de se questionner sur comment est-ce qu'on contrôle le marché parallèle qui est moins exigeant à la législation. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Merci pour ces deux questions sur le scope des produits. Est-ce qu'il faut ajouter des nouveaux produits ou pas? Je voudrais préciser que le cuir était déjà intro- y compris. Donc, en fait, le texte prévoit déjà toute une série, c'est dans les annexes, toute une série de produits dérivés. Donc, voilà, le cuir était dedans. Et donc, c'est sous pression des lobbies que maintenant on veut retirer ça. Donc, voilà. Pourquoi le cuir est bloqué? Parce que l'industrie de mode en Europe importe énormément de peau de bœuf et donc le cuir. Et donc, c'est pas une petite dérivée, c'est énorme en termes de quantité et aussi au niveau de l'empreinte de l'Union européenne sur les forêts de l'Amazonie, c'est énorme. Donc, c'est pas un détail et c'était déjà prévu auparavant. Ce lobby même avait fait des efforts de ne d'éjecter cette commodité dès le début, mais ça n'avait pas réussi. Et donc, ils sont revenus avec force. Et il semble qu'ils sont en train de gagner cette demande, mais à voir parce que ben, pas mal d'ONG, il y a beaucoup eu de recherches qui démontrent que l'empreinte est fameuse au niveau de l'Amazonie. Par rapport à d'autres dérivés comme le café en poudre, euh, ben, je dois vérifier, mais je pense que ça a été quand même ajouté parce que c'était quelque chose d'illogique. Il y a énormément de café en poudre qui est fabriqué en Indonésie et au Vietnam. J'ai pas encore entendu qu'il y a un gros marché au Cameroun à ce niveau. Mais même le Vietnam ne voit pas ça comme un problème. C'est surtout l'Indonésie qui rouspète et qui n'a pas, enfin, qui s'oppose à ça. Par rapport à l'autre question, est-ce que c'est pas risqué par rapport au marché parallèle illégal qui quand même font la déforestation, etc. Qui, voilà. Oui, mais est-ce que ça c'est une bonne, est-ce que ça en soi c'est une bonne raison pour en fait pas assainir le commerce avec l'Europe? Je ne pense pas parce que si on dit toujours, bah, moi j'ai le droit de polluer parce que mon voisin il pollue, bon, il faut pas, je suis contre les lois, les règles parce que, il y a d'autres criminels qui vont le faire. Bon, c'est un peu un raisonnement bizarre. Mais ceci dit, par exemple, par rapport au cacao, l'Union européenne reste le premier consommateur du monde du cacao provenant surtout de Ghana, Côte d'Ivoire et aussi d'autres marchés comme le Cameroun et quelques pays en Amérique latine. L'idée de ce RDUE, c'est que l'Union européenne se réalise bien qu'il y a d'autres géants géopolitiques comme la Chine qui dominent de plus en plus beaucoup de chaînes d'approvisionnement, pas seulement agricoles, mais aussi minerais, par exemple. Mais
ça ne leur empêche pas de progresser et d'essayer d'influencer ces autres marchés. Par exemple, il faut aussi se rendre compte dans d'autres pays dans la sphère européenne, des initiatives similaires se font, notamment en Angleterre, après le Brexit, ne fait plus partie de l'Union européenne. Il y a une loi sur la déforestation qui is in the making, donc qu'on développe, et qui s'inspire sur la RDUE. La Chine n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, contrairement opposée à ces RDUE, parce qu'ils cherchent aussi à euh, transformer les matières premières en Chine pour les réexporter en Europe, notamment le bois, mais aussi le bœuf, etc. Donc il y a un grand marché de bœuf entre le Brésil et la Chine. On cherche à influencer aussi ce commerce-là et on voit quand même que la Chine réfléchit ou développe quand même certaines règles internes aussi au niveau de la déforestation en lien avec le commerce de bœuf. Ils mangent beaucoup de bœuf et beaucoup de ce bœuf viennent du Brésil. Donc, c'est pas tout à fait noir et blanc. C'est dans leur intérêt aussi commercial qu'ils envisagent de faire ça. Par rapport aux États-Unis, on a, ben, évidemment, Trump, il est contre cette RDUE. Et oui, ça, c'est problématique, mais bon, le politique doit continuer à défendre ses valeurs au nom de préserver le climat, par exemple, et ses engagements dans ce sens. Donc, est-ce que c'est naïf? Est-ce que c'est kamikaze? On pense pas. On pense que l'offre de l'Union européenne doit être autre pourrait être autre à ce que les États-Unis et la Chine offrent à des pays producteurs, par exemple. Donc voilà, oui, je ne sais pas si j'ai satisfait à ces questions. Ok. Ok. Merci beaucoup, Indra. Giovanni, il y La... avait encore, je pense, trois questions. Puis ensuite, je pense qu'on doit clôturer un peu. Je serais très curieuse d'entendre et peut-être aussi votre vision et confirmation, si, enfin, vision ou pas, d'utiliser le RDUE comme un levier pour le changement au Cameroun. Donc, ça serait chouette. Si lors des prochains intervenants peuvent aussi réagir à ça. ok. La prochaine question nous vient de la part de Fabrice Kimputu. Il demande quel sera l'impact du RDUE sur les communautés qui dépendent des ressources forestières pour leur subsistance. Leurs droits seront-ils suffisamment protégés dans ce nouveau cadre? Bon, le RDUE, c'est un règlement européen repose sur des entreprises européennes et non européennes qui exportent et qui exportent les produits en Europe et qui mettent le produit sur le marché européen. Donc, on a adopté des mesures pour dire on veut réduire les empreintes des Européens, des consommateurs, le consommateur européen, on veut réduire son empreinte sur les forêts du monde. Par contre, dans les pays producteurs, ce qui prime, enfin, ce qui est le cadre législatif des pays producteurs va assurer ou pas aussi la protection des droits des communautés locales, peuples autochtones, etc. Étant donné qu'une des exigences, c'est justement qu'il s'agit de produits sans déforestation qui devraient être produits de manière légale, c'est en fait un point d'entrée pour aussi réformer ou ajuster les lois, le cadre national
pour assurer aussi qu'il y a une protection des droits des communautés au Cameroun. Voilà, ça c'est le raisonnement, parce que l'Union européenne n'a rien à dire sur le cadre législatif d'un autre pays. C'est la souveraineté de ce pays-là. C'est un peu ça. Donc c'est un jeu des deux entre l'exportateur et l'importateur. Et étant donné qu'on pose des questions, qu'est-ce que ça veut dire sans déforestation? Qu'est-ce que ça veut dire légal dans un contexte particulier? Ça peut être un levier pour en parler au moins et pour clarifier et ajuster. Ok, merci beaucoup, Indra. L'avant-dernière question vient de la part de Ibrahim Mimché qui demande des clarifications sur le terme zéro déforestation. Il demande, est-ce qu'il s'agit de stopper la création de parcelles pour ces produits dus ou alors ils peuvent créer des nouvelles parcelles avec des taux raisonnables de déforestation? Et si une parcelle nouvellement créée se trouve en zone de savane, comment on pourra considérer cette parcelle? Oui, c'est ce que j'ai dit. L'idée, c'est à partir de 2020, si et justement on va étendre cette plantation, hein, on a un champ de cacao, on veut l'étendre, mais ça se trouve dans un milieu forestier, on va faire de l'agroforesterie, mais quand même ça entraîne la déforestation. Ce cacao, dans cette parcelle étendue, sera pas compliant to the EUDR, ne pourra pas être mis sur le marché. La réponse est non. Donc, voilà, si maintenant cette étension de cette parcelle se trouve dans une zone qui est fortement dégradée, par exemple dans des zones où il y a eu déjà ouais, une forte dégradation et que ça soit pas une conversion de la forêt vers un terrain agricole, à ce moment-là, oui, on parle peut-être de la restauration avec des cacaoyers, plus euh, d'autres arbres. Et là, on est en train de faire de l'agroforesterie, mais en perspective de ne pas dégrader la forêt, mais en restaurant une forêt, enfin un terrain ou une espace ou oui, déjà fortement abîmé. Donc, on est dans d'autres, donc ça dépend très fort où est-ce qu'on veut faire cette plantation et cette extension, etc. Et étant donné que le paysage au Cameroun est très varié, c'est très important de voir aussi les détails. Il y a des champs de plantation, enfin, des plantations qui ont été abandonnés et suite au fait que maintenant il y a une demande forte de cacao qu'on veut réhabiliter, il faut aussi voir où situent ces champs. Est-ce que c'est déjà un terrain agricole qu'on ne va pas reconvertir, mais on va et ces jachères et donc terrains abandonnés, on peut revoir quel est le statut législatif, etc. Donc, beaucoup de questions pour assurer à ce que cette extension soit conforme à la RDE. D'où, mais je pense que vous savez ça mieux que moi, il y a un exercice que la FAO est en train de faire pour cartographier les différentes, enfin, cartographier et clarifier les différents champs de cacao et d'évaluer aussi est-ce que on se retrouve dans la... enfin, est-ce que c'est légal, pas légal? Où est-ce qu'on peut éventuellement encore faire des champs de cacao ou pas? Mais la réalité, c'est que si on est sérieux de limiter la déforestation, on va pas se permettre d'avoir un petit peu de déforestation parce que ça veut dire dégradation. Et la réglementation concerne la déforestation, mais aussi la dégradation forestière. Donc là, c'est assez clair. Si ça se passe après 2020, c'est non. Et d'où il faut déjà, par exemple, au Côte d'Ivoire,
beaucoup de forêts ont été détruites. Quand on parle d'agroforesterie, c'est souvent dans des champs de cacao qui, euh, qui existent, mais on va faire aussi la restauration de forêts. Et si, en fait, oui, il faut aussi investir à peut-être dans d'autres cultures que la cacao. Euh, voilà. Et donc, aussi, d'où le débat, au lieu d'étendre son champ pour obtenir un revenu décent, peut-être il faut intensifier la production et il faut aussi peut-être revoir le prix. Parce que le prix des cacao par kilo n'est peut-être ne répond pas à la réalité, le prix réel de ce produit. Et maintenant, la dernière question de Daniel Oona. Il voudrait savoir si les commodités autres que le bois, le cacao ou le café vont recevoir la même attention dès l'entrée en vigueur du RDUE. Si oui, le sujet de la traçabilité à ce niveau se pose également. Oui, en fait, il y a 7 produits qui sont concernés dans la RDUE. Il y a 5 produits qui sont produits au Cameroun, hein, notamment le cacao, café, l'huile de palme, et j'oublie un, le caoutchouc. L'huile de palme est exportée dans des petites quantités, donc c'est moins, ça échappe à l'attention. En ce moment, l'Union européenne et d'autres partenaires s'engagent avec le Cameroun sur le cacao et café. Dans le caoutchouc, ça, clairement, au niveau mondial, ça a un peu moins d'attention que le cacao, par exemple. Bien qu'il y a aussi beaucoup de petits producteurs dans le monde entier qui travaillent dans cette filière-là. Euh, oui, c'est aussi à nous, la société civile, de mettre le point ou le doigt sur la plaie et de dire il y a un besoin urgent sur ça et d'où l'observation indépendante est très importante pour clarifier où est-ce que oui, qu'est-ce qui accélère en fait la déforestation. On sait qu'au Cameroun, c'est l'huile de palme qui entraîne la déforestation à grande échelle, mais que beaucoup de ce huile de palme n'est pas forcément euh, oui, exporté en Europe, ouais, ce qui rend l'utilisation de ce levier un peu plus difficile. Néanmoins, pour garder cette attention, je pense que la préparation des plaintes, les préoccupations étayées est un travail clé et ouais, qui demande beaucoup d'efforts parce que on ne peut pas juste se plaindre, oui, hein, il faut être précis, il faut être bien documenté. Dans quelle mesure cette exportation constitue une violation euh, de la diligence raisonnée. Et donc, oui, ça c'est une piste importante pour garder l'attention et pour que les autorités compétentes comprennent aussi où se trouvent les domaines et les filières en cas de problème. Oui. Bon, je ne sais pas si Giovanni, on a pu oui, adresser toutes ces questions. Bon, il n'y a pas encore eu de vraie discussion sur euh, comment vous voyez l'usage de ce RDUE qui, en gros, reste tel quel et qui reste jusqu'à présent sur la table. On espère que à partir de après l'été, que c'est pas une répétition de ce qu'on a déjà vu ces dernières années, que on commence à nouveau à mettre de la pression pour ce changement. On n'espère pas.
On comprend que peut-être il y a un peu une démotivation ou moins de crédibilité. Est-ce que ça va être en route? Néanmoins, je pense que cette confirmation de la commission en fait continuer avec ça, ça reste très, très encourageant. Et vraiment, ça serait génial si on peut continuer la discussion sur comment s'en servir, comment la société civile va s'engager dans ces questions de légalité, qui peut avancer aussi votre engagement dans le cadre des réformes et aussi la protection des droits des communautés. Ça serait vraiment fantastique aussi si on voit des avancées dans la préparation des préoccupations étayées et que j'entends bien qu'il y a toujours un besoin d'information et qu'il y a un grand besoin criant aussi des petits producteurs qui sont pas très sûrs comment s'engager et peut-être il y a lieu d'une démarche collective euh, au partenaire international ou au moins au sein de ce comité de cacao durable dont certains d'entre vous, je pense que font membre, de se faire entendre et de mettre ce besoin de circulation d'informations sur l'agenda.